Une confession à 82 ans. La nuit où j'ai compris que je n'étais plus une personne, c'était un mercredi. J'avais besoin d'aller aux toilettes. J'ai appuyé sur la sonnette. J'ai attendu. J'ai appuyé encore. J'ai attendu 22 minutes. 22 minutes à serrer les jambes dans le noir, dans un lit qui n'était pas le mien, dans une chambre qui ne sentait pas chez moi, en espérant que quelqu'un viendrait. Et quand l'aide-soignante est enfin arrivée, elle m'a dit, sans méchanceté, sans colère, juste avec cette fatigue dans la voix, Madame Simone, la prochaine fois, mettez les protections la nuit, ce sera plus simple pour tout le monde. J'avais 82 ans, j'avais élevé 3 enfants, j'avais traversé la guerre, et là, on me demandait de porter des couches pour ne pas déranger. Ce soir-là, j'ai pleuré jusqu'au matin, et je me suis juré de ne jamais oublier ce que ça fait. Ce que ça fait, vraiment. Je m'appelle Simone, j'ai 82 ans. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est ce que personne ne dit, ce que les familles ne voient pas, ce que les brochures ne montrent jamais. Je vais vous raconter ce que c'est vraiment, de l'intérieur, quand on vous place dans une maison de retraite. Pas pour vous faire du mal, pas pour accabler ma famille, que j'aime profondément, mais parce que cette histoire mérite d'être dite, et parce que je ne suis pas la seule. Qui j'étais avant? Pour comprendre ce que j'ai perdu, il faut savoir ce que j'avais. J'ai habité pendant des décennies dans le même appartement. Deuxième étage, côté cour. Un appartement que mon mari, Robert et moi avions choisi ensemble un samedi matin de mai 1971, après avoir visité 11 logements en 3 semaines. On l'avait choisi parce qu'il y avait une grande fenêtre dans le salon qui laissait entrer le soleil l'après-midi, et parce que, depuis la cuisine, on entendait les enfants jouer dans la cour en bas. Robert disait que ça donnait de la vie à la maison. Robert est mort en 2003, d'un infarctus, rapidement, sans souffrir. Une grâce, avait dit le médecin. Moi, j'ai continué à vivre dans cet appartement, parce que c'était chez nous, parce que chaque mur avait une histoire, parce que je connaissais par cœur le craquement du parquet dans le couloir, et je savais exactement où marcher pour l'éviter. Ce genre de connaissance, ça vous appartient, ça fait partie de vous. Pendant 20 ans après Robert, j'ai géré ma vie seule. Je faisais mes courses, je gérais mes médicaments, j'avais mes rituels, mes habitudes, mes petits plaisirs, le café serré le matin avec 2 sucres, les mots croisés du Figaro, ma coiffeuse Nadège tous les 15 jours. Elle me racontait la vie du quartier pendant 2 heures et me faisait rire comme personne. Je lisais l'été sur le banc du parc Blandane, toujours le même, à gauche en entrant. Et mon rouge à lèvres, un rouge discret, presque bordeaux. Je le mettais tous les matins, même pour aller chercher le pain. Robert disait que ça me donnait l'air d'une femme qui sait où elle va. Et moi, je savais où j'allais. Puis, il y a eu la chute. Un matin de février. Un vertige. Je me suis retrouvée par terre dans le couloir. Rien de grave en soi. Une petite fissure à la cheville, quelques jours avec des béquilles. Mais pour ma famille, cette chute a tout changé. Pas pour moi. Pour eux. Du jour au lendemain, ils me regardaient différemment, avec cette inquiétude dans les yeux qui, avec le temps, ressemblait de plus en plus à de la peur. Et la peur des autres, quand elle se retourne contre vous, elle vous fait vous sentir fragile, même quand vous ne l'êtes pas. Les discussions ont commencé doucement. Ma fille Marie, qui disait qu'elle ne dormait plus depuis la chute. Mon fils Gérard, qui disait que l'appartement n'était plus adapté, que les escaliers étaient dangereux, que j'étais seule trop souvent. Et ma belle-fille, qui a sorti son ordinateur un soir de dîner et a commencé à montrer des brochures, de jolies photos avec des couleurs chaudes, des gens qui souriaient en faisant des puzzles dans des salons lumineux. Et ce nom, qui sonnait comme une promesse, les Magnolias. Je les ai laissés parler. Je n'ai pas dit grand-chose parce que je voyais bien que leurs décisions étaient déjà prises dans leur tête, avant même qu'on en discute vraiment. Et contredire des gens qui ont peur pour vous, c'est épuisant. Surtout quand on sent qu'au fond, ils ont aussi un peu peur pour eux. Mon arrivée au Magnolia. Le jour de la visite, c'était un mardi de mars, ensoleillé. La directrice nous a accueillis avec un grand sourire et une plaquette cartonnée. Elle nous a montré la salle à manger avec ses nappes blanches, le jardin avec ses rosiers pas encore en fleurs, la salle d'animation avec le programme du mois affiché, plein d'activités qui semblaient colorées et dynamiques. Elle nous a montré une chambre témoin, propre, lumineuse, avec un lit médicalisé et un fauteuil près de la fenêtre. « Ici, Madame Simone, vous ne serez jamais seule », a-t-elle dit. Je me souviens d'avoir regardé cette chambre et d'avoir pensé 12 mètres carrés. Toute ma vie dans 12 mètres carrés. Mais j'ai souri, parce que c'était ce qu'on attendait de moi.
Les papiers ont été signés 3 semaines plus tard. Le matin où Marie m'a emmenée au Magnolia avec 2 valises et 3 cartons, j'ai fait le tour de mon appartement avant de partir. J'ai touché les murs, j'ai regardé la grande fenêtre du salon, j'ai mis mon rouge à lèvres et en fermant la porte derrière moi, j'ai pensé à Robert. J'ai pensé qu'il aurait trouvé quelque chose d'intelligent à dire pour rendre ce moment moins lourd. Lui, il avait ce don. Dans la voiture, Marie parlait. Elle disait que j'allais voir, que ce serait bien, qu'on viendrait souvent, que j'aurais des gens autour de moi. Moi, je regardais Lyon défiler par la vitre. Mon boulanger, le parc Blandin, ma pharmacie. Et je me suis dit, c'est donc comme ça que ça finit. Pas mourir, non. Finir d'être soi-même. Les premiers jours au Magnolia, je me suis appliquée à m'adapter. J'ai rangé mes affaires dans les petits tiroirs de la chambre. J'ai posé la photo de Robert sur la table de nuit. J'ai disposé mes livres sur l'étagère. J'ai essayé de faire de cet espace quelque chose qui ressemble à un chez moi. Mais un chez moi, ça ne s'invente pas. Ça se construit sur des années. Une chambre de 12 mètres carrés, avec des murs beiges et un lit médicalisé. Ça reste une chambre de 12 mètres carrés, avec des murs beiges et un lit médicalisé. Le premier matin, j'ai voulu prendre mon café à mon heure habituelle, 8h45. L'aide-soignante m'a gentiment expliqué que le petit déjeuner se servait entre 7h et 8h. Après, il n'y avait plus rien jusqu'au déjeuner. Alors, je me suis levée à cette heure-là. Moi qui, depuis mes 60 ans de retraite, n'avais plus jamais eu à me lever à une heure que je n'avais pas choisie. 7h ou 8h, quelle différence? Allez-vous me dire. Et voilà ce que vous ne comprenez pas, ce que je vais essayer de vous expliquer. Ce ne sont pas les grandes choses qui vous brisent dans une maison de retraite, ce sont les petites. L'accumulation des petites choses. Chaque petite liberté qu'on vous retire est justifiée, raisonnable, logique, pour le bon fonctionnement de l'établissement. Mais chaque liberté qu'on vous retire, c'est un morceau de vous-même qui part. Et quand, à 82 ans, vous perdez assez de morceaux, à un moment, vous ne savez plus très bien qui vous êtes. La solitude invisible. Il me faut vous parler du premier mois. Le premier mois, c'est le mois de la politesse. On s'observe. Le personnel est attentionné. Les familles viennent souvent. Il y a cette espèce de bienveillance générale, un peu artificielle, comme au premier jour dans un nouveau travail, où tout le monde fait des efforts, et moi j'ai joué le jeu. Je souriais, je disais merci, je participais aux activités, je me disais que ça allait aller. Puis le premier mois est passé, et la réalité s'est installée. La réalité, c'est que dans ce couloir, il y avait 23 résidents. Et le matin, il y avait 2 aides-soignantes pour s'en occuper. 2 pour 23 personnes âgées qui avaient besoin d'aide pour se lever, se laver, s'habiller, prendre leurs médicaments. Faites le calcul avec moi. Si chaque personne prend 20 minutes, ça fait 460 minutes pour tout le monde. Avec 2 personnes, ça fait 7h40 de travail chacune, sans pause, sans imprévu, sans le temps de vraiment regarder quelqu'un dans les yeux et lui demander comment il va. Elles faisaient ce qu'elles pouvaient, je ne leur en veux pas. J'ai vu ces femmes travailler, elles couraient, elles géraient. Certaines étaient douces malgré la précipitation, mais quand on vous lave et qu'on vous habille en 10 minutes parce qu'il y a 22 autres personnes qui attendent, on ne vous lave pas vraiment. On gère votre corps comme on gère un problème logistique. Et ma pudeur, ma fierté, cette façon que j'avais eue toute ma vie de prendre soin de moi avec attention, tout ça devenait quelque chose qu'il fallait mettre de côté pour ne pas ralentir le rythme. Il y avait quelque chose de particulièrement difficile avec la toilette. Chaque matin, une aide-soignante différente, souvent quelqu'un que je n'avais pas encore vu. Et à chaque fois, il fallait recommencer, s'exposer devant quelqu'un de nouveau, accepter des mains inconnues. Moi qui avais toujours fermé la porte de ma salle de bain à double tour, même quand j'étais seule chez moi, je ne m'y suis jamais habituée. Jamais. La salle à manger. C'était une autre épreuve. On était placés, pas assis où on voulait. J'étais à une table de 4. À ma gauche, Jeannette, 85 ans, avec un Alzheimer avancé qui lui faisait parfois pousser des cris pendant les repas, sans raison apparente. Des cris brefs et aigus qui vous faisaient sursauter à chaque fois. En face de moi, Marcel, qui avait eu un AVC et ne parlait plus. Il mangeait lentement, concentré. Parfois, il levait les yeux vers moi avec un regard que je ne sais pas comment décrire. Pas triste, pas vide, juste là. Et à ma droite, Marguerite. Marguerite avait 79 ans. Elle venait de Tours. Elle avait été institutrice toute sa vie.
Elle aimait parler de jardinage et des films en noir et blanc. On ne se serait peut-être pas croisés dans une autre vie, Marguerite et moi. Mais au Magnolia, on s'est trouvés. On a développé cette amitié silencieuse des gens qui se comprennent sans avoir besoin de beaucoup de mots. Un regard pendant le repas qui voulait dire « Oui, moi aussi, je trouve que cette purée est trop salée ». Un sourire le matin dans le couloir qui voulait dire « Une journée de plus, on y va ?» Marguerite est morte en octobre, un dimanche, dans sa chambre, dans la nuit. Le lundi matin, sa chaise était vide à table. On l'a remplacée par une nouvelle résidente dès le lendemain. Je n'ai rien dit à ma famille pendant 3 semaines. Je savais que si je leur parlais de Marguerite, il faudrait expliquer. Et expliquer aurait voulu dire pleurer. Et je ne voulais pas leur donner l'impression que j'allais mal, parce que quand on dit qu'on va mal dans une maison de retraite, les gens ne savent pas quoi faire. Ils se sentent coupables, et la culpabilité des autres, quand on est déjà dans la peine, c'est un poids de plus. Alors j'ai gardé ça pour moi. Et j'ai continué à regarder la chaise vide. Ce que les gens ignorent, il faut que je vous parle de la montre. C'est quelque chose que j'ai encore du mal à raconter aujourd'hui. Robert m'avait offert cette montre pour nos 40 ans de mariage. Une montre en or, simple, avec notre date de mariage gravée à l'intérieur. Je ne l'enlevais jamais. Pas pour dormir, pas pour me doucher. Jamais. C'était mon lien avec lui. Un lien physique, concret, que je pouvais sentir sur mon poignet à n'importe quel moment. Environ 6 mois après mon arrivée au Magnolia, la montre a disparu. Je l'ai cherchée partout dans ma chambre. J'ai demandé au personnel. On va chercher Madame Simone. Ça arrive. Les objets se perdent. Les résidents, parfois, ne se souviennent plus où ils les ont mis. Cette dernière phrase, prononcée avec une douceur qui se voulait compréhensive, m'a blessée comme une gifle. Je ne souffrais d'aucun problème de mémoire. Je savais parfaitement où j'avais mis ma montre. Elle était sur ma table de nuit, comme tous les soirs. La montre n'a jamais réapparu, et personne n'a jamais été tenu responsable. Parce que dans un système où 23 personnes vivent dans le même couloir, avec du personnel qui change régulièrement, la responsabilité individuelle devient quelque chose de flou. Très commode. J'ai demandé à Marie de ne rien dire, de ne pas faire de vagues, pas par indifférence, mais parce que j'avais déjà compris une chose fondamentale sur la vie en établissement, faire des vagues, ça ne change rien, et ça crée des tensions avec le personnel dont vous dépendez pour absolument tout. Parce que oui, on dépend. C'est ça qui est le plus déstabilisant pour quelqu'un comme moi, qui avait été autonome toute ma vie. On dépend pour se lever, pour se laver, pour manger, pour sortir. Parce que sortir, ça demandait une organisation particulière, une autorisation tacite, la disponibilité de quelqu'un pour vous accompagner si vous n'étiez pas parfaitement stable. Et quand on dépend, on apprend très vite à ne pas contrarier ceux dont on dépend, même quand ils ont tort, même quand ils vous traitent comme si vous n'existiez plus vraiment. Les après-midi. Je vais vous parler des après-midi, parce que les après-midi au Magnolia, c'était particulièrement difficile pour moi. Dans mon ancienne vie, mes après-midi avaient du contenu. Je lisais, je sortais marcher, j'allais voir une exposition de temps en temps, je recevais des amis, j'appelais mes enfants, je faisais des choses qui m'appartenaient, que je choisissais, qui donnaient une texture à mes journées. Au Magnolia, les après-midi avaient le programme affiché dans le couloir, gym douce le lundi, atelier mémoire le mercredi. Chaque vendredi, un animateur venait chanter des airs connus comme La vie en rose ou Sous le ciel de Paris. J'aimais ces chansons, mais dans cette grande salle, elles semblaient vides, presque mécaniques. Le reste du temps, il n'y avait rien à faire. L'ennui devenait constant, pesant, et finissait par ronger l'esprit. Même lire devenait difficile, comme si le cerveau ralentissait faute de stimulation. Les visites de ma famille étaient précieuses, mais toujours trop courtes. Après leur départ, le silence et l'isolement revenaient, plus lourds encore. Une nuit, désorientée, j'ai tenté de partir pour rentrer chez moi. On a parlé de confusion, de démence, mais ce n'était pas ça, c'était de la détresse, la perte de tous mes repères. J'ai fini par me taire, de peur d'être étiquetée, jusqu'au jour où mon petit-fils m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Et j'ai répondu « Rentrer chez moi ». Grâce à lui, j'ai pu partir. Retrouver mon appartement, mes habitudes, ma dignité. J'ai compris une chose essentielle. On peut déléguer les soins, mais pas la dignité. Vieillir ne veut pas dire perdre le droit de choisir. Alors posez la vraie question à vos proches âgés et écoutez vraiment la réponse.